que c'est la globalité qui crée des choses intéressantes et pas juste une sensation sur une image. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Cinéma, le podcast des cinéastes de l'ARP. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est très jeune, c'est des films affreux, parfois très mauvais, et parfois très inspirés, comme Massacre à la tronçonneuse, qui est une sorte de film amateur, mais qui contient un truc, une énergie qui est folle, et j'adore comme c'est tourné aussi. Quentin Dupieux est cinéaste. D'abord connu comme musicien sous le nom de Monsieur Oiseau, il est le réalisateur depuis 2001 de 9 films, dont Steak, Wrong, Au Poste, Le Dain ou encore Mandibule. Depuis Rubber, en 2010, il dirige aussi la photographie de ses films. Tout un tas de films Z, je peux pas tous les citer parce que c'est une collection de films de vidéoclub. Donc il y a tout, en fait, il y a Les Dents de la Mer, il y a Halloween, mais c'est très genre. Moi j'étais obsédé par ça, je passais ma vie à louer ces films, donc j'en ai vu des milliers, j'ai vu les pires, j'ai vu les meilleurs, et c'est ça qui a construit, je dirais que même les mauvais films de genre ont fabriqué mon envie de cinéma. 4 ou 5, alors ce serait Le 7e Saut. Bruno Delbonnel est directeur de la photographie. Nommé 5 fois aux Oscars, révélé par son travail chez Jean-Pierre Jeunet, il est aujourd'hui le chef opérateur des films de Tim Burton, des frères Cohen, de Joe Wright ou encore d'Alexandre Sokourov. Et puis Rashomon de Kurosawa quand même aussi. Puis Harakiri de Kobayashi, puis tout Tarkovsky, La prisonnière du désert, et puis Le navigateur de Buster Keaton. L'image exerce une fascination immédiate. Enfin, après, il y a tout un tas de choses dans un film. Il y a la dimension intellectuelle, etc. Mais l'image, en tout cas, moi je parle de ma jeunesse, je sais qu'on ne parle pas de la même chose, visiblement. Parce que t'as pas regardé Le 7e Saut à 12 ans. Pas loin. Pas loin, peut-être. Donc moi, c'est des sensations très jeunes. Donc évidemment, l'image. Et moi, mes premiers pas à ce moment-là avec une caméra vidéo, c'était forcément d'essayer de reproduire des morceaux de ces films. Donc des morceaux des Griffes de la Nuit, des morceaux de Massacre à la tronçonneuse, etc. Donc effectivement, l'image, c'était la première fascination. Après, il y a eu le son, et puis après, on combine les deux. Et puis après, il y a effectivement une dimension plus intellectuelle qui s'ajoute. Et puis après, on a envie de faire un objet total avec tout ça, quoi. Voilà. Mais oui, forcément. Alors après, dire quelle image, il y a plein d'images hyper marquantes dans le cinéma de genre, pour moi. Je vais dire n'importe quoi, mais les mecs qui explosent dans Scanners de Cronenberg, par exemple, ce film avec ces mecs qui font des combats d'ondes, et qui finissent par exploser, leur tête explose. Bon, ça, c'est des images qui, quand on voit ça à 14 ans, en fait, on pense qu'à ça pendant 6 mois après. Et on a envie de faire la même chose. Donc, c'est impossible sans moyens. Mais voilà, moi, c'est ce type d'obsession un peu lugubre qui m'ont quitté petit à petit. Mais c'est ça qui a forgé mon envie de cinéma. Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter. Comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais subitement, les postes de télévision deviennent très méchants. Partout sur Terre? Ouais. C'est-à-dire que les télés envoient des ondes très puissantes qui font cramer les gens de l'intérieur. Ah, c'est bien, ça, j'adore. Les gens souffrent. Ils souffrent à fond. Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film. Et je veux un Oscar pour ce gémissement. Je parle beaucoup moins bien que lui, il est fort quand même. Non, moi j'aime le cinéma en général, mais c'est vrai que le film de genre m'a jamais vraiment intéressé. Enfin, je suis toujours resté un peu déconnecté de tout ça. C'était assez étonnant d'ailleurs quand j'ai travaillé avec Tim Burton. Il parlait de Mario Bava, il me parlait de tous ces films-là. Et lui, il était absolument hilar devant les films. On a regardé des séquences comme ça ensemble quand on préparait Dark Shadows. Je le regardais rigoler et je comprenais pas ce qui se passait, quoi. Mais bon, on s'est bien entendu quand même. Mais
Non, moi, ça a été plus la lumière, c'est-à-dire que tout d'un coup, justement dans les films que j'ai cités, soit Les Septième Saut ou Harakiri, il y a un travail sur le noir et blanc qui, moi, Enfin, c'est là que je me suis rendu compte que la lumière existait, quoi. Et qu'on pouvait faire autre chose que de l'intérieur jour, mais très plat et ainsi de suite, que tout d'un coup, la lumière avait un sens et était un élément narratif, quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte assez tôt, en fin de compte. Enfin, c'était assez choquant quand on voit Max von Sydow éclairé avec cette lumière de face et qui ressort entièrement sur le décor. C'est une image assez fabuleuse, quand même. Là, on se dit, il se passe quelque chose, quoi. Justement, c'est il se passe quelque chose qui m'intéresse, quoi. C'est-à-dire c'est la même chose avec Fellini, avec des gens comme ça, quoi. C'est tout d'un coup, même si je suis pas, j'adore Rotunno, le chef-op de Fellini, mais dans ses films, c'était moins prégnant que ça, quoi. Beaucoup moins fort que ce que je pouvais voir avec Sven Nykvist et des opérateurs comme ça, quoi. Mais les films de Fellini sont les plus beaux du monde, quoi. Marcello, come here. Hurry up. Oui, Sylvia. Oui, je viens, moi aussi. Je vais te rejoindre. Il y a une précision que je voudrais faire, c'est-à-dire que moi j'ai eu des velléités de réalisation qui ont disparu très très vite. À 20 ans, c'était fini. J'avais plus du tout envie d'être réalisateur. Moi, c'était la lumière. Donc, la différence entre Quentin et moi, c'est que il est réalisateur et moi je le suis pas. C'est-à-dire que moi je suis juste un pur chef-op qui travaille avec un réalisateur. C'est-à-dire que j'ai aucune influence sur la mise en scène et je cherche pas à en avoir. J'essaye de discuter du projet lui-même, quoi. Alors donc maintenant j'interviens de plus en plus vite, en fait. Là je viens de finir Macbeth, donc avec Joel Cohen, et j'ai travaillé pendant 2 ans sur ce projet. Et on a parlé pendant 1 an. C'est-à-dire que j'allais à New York, il venait à Paris, et on discutait du projet lui-même et de la conception même de la pièce de Shakespeare, quoi, et de comment on pouvait mettre ça en image, avec quand même 4 Macbeth qui sont pas les plus mauvais, quoi. Celui d'Orson Welles, de Polanski et de Kurosawa. Le 4e étant un peu moins intéressant. Et voilà, donc on se dit, bon, comment on peut faire... Pas comment on peut faire mieux, parce que c'est pas le propos. Donc tu es impliqué dans la mise en scène, si je peux me permettre. C'est une façon, si t'en parles aussi souvent avec le réalisateur avant de t'y mettre, il s'agit pas que de lumière. Sincèrement, je pense que tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu es impliqué dans la mise en scène. Oui, j'y suis, mais c'est la forme qui m'intéresse. C'est-à-dire que c'est ce que je vois dans tes films aussi. C'est-à-dire qu'il y a une forme, quoi, et qui est pas neutre du tout. Oui. Et moi, c'est cette question-là qui m'intéresse, mais qui dépend de la mise en scène. Mais à un moment, moi, je la questionne. Je dis, est-ce que c'est vraiment la bonne forme, en fin de compte? Est-ce que c'est vraiment la bonne mise en image pour faire monter la pression, pour créer de la tension, pour raconter cette histoire? Ouais. Dire, oui, c'est de la mise en scène. Enfin, c'est ce que j'appelle. C'est lié. Enfin, tout ça marche ensemble, en fait. C'est absolument lié. Mais par contre, par rapport au travail avec les comédiens, je n'ai aucune intervention. C'est-à-dire que je parle à peine aux comédiens et par contre, je donne un espace aux comédiens pour qu'ils puissent travailler. C'est-à-dire que je leur offre un espace en leur disant, vous pouvez aller là, vous pouvez aller là, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre choix. J'ai construit un univers et vous pouvez aller à l'ombre, ça ne me dérange pas, si le réalisateur est d'accord. Ouais. Et vous pouvez être dans le noir, vous pouvez être silhouetté, vous pouvez être ce que vous voulez. Ça crée de la mise en scène, effectivement. Mais les intentions de mise en scène pure, ça ne me regarde pas, en fait. Et j'y connais rien. Enfin, c'est des sensations, c'est la même chose, c'est comme la lumière, c'est des sensations. Oui. Mais une belle image, ça n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'une belle image. Je veux dire, même la notion m'intéresse pas, quoi. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de créer un espace narratif, en fait. C'est d'utiliser la lumière comme un outil narratif. Alors, vous avez des gens qui ont déjà pensé. Vous voyez, Storaro a écrit des livres sur l'interprétation des couleurs dans la narration. C'est-à-dire, quand il fait le dernier tango à Paris et qu'il dit voilà, je vais faire un film entièrement orange, c'est parce qu'il y a toute une théorie que Bertolucci admet aussi,
sur cette couleur orange comme couleur de la passion. Moi, ça m'intéresse. Mais de construire un espace où la lumière est un élément rythmique, est un élément narratif, c'est mon domaine, voilà. Et donc mes propositions auprès du metteur en scène relèvent de ça, c'est-à-dire quand on prend un décor, est-ce qu'on peut construire un univers dramatique avec la lumière, mais qui n'est pas obligatoirement beau, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais par contre qui permet de créer du temps à l'intérieur d'un espace. La notion du beau, en fait, moi je dirais plutôt bon. Beau, c'est complètement ridicule de trouver. Enfin, voilà, en tout cas, si on travaillait pour faire des belles images, ce serait perdu d'avance. C'est comme, c'est aussi con que vouloir être beau dans la rue. En fait, c'est pareil. C'est pas ça qu'on recherche. C'est des sensations. Il faut être bon. Après, il faut trouver le truc. Effectivement, moi, c'est pour ça que je parle que de sensations. C'est que on sait quand c'est juste. Moi, pour le coup, je sais pas expliquer pourquoi, et j'ai pas autant de données théoriques sur le choix des couleurs, etc. Moi, c'est uniquement les sensations. Par contre, j'ai une sorte de radar qui... Après, voilà, moi, c'est compliqué, je dialogue avec moi-même. Donc, en fait, c'est un langage interne qui est dur à décrypter, finalement. Je peux pas expliquer ma relation avec moi-même, c'est compliqué. Mais effectivement, moi, je choisis une image quand je sais qu'elle est bonne, quand elle est juste. Et c'est un mélange de sensations, ça va aussi avec le son. Moi, j'évalue toujours aussi un plan ou alors un découpage de séquence avec du son, c'est-à-dire qu'il y a une magie qui s'opère ou pas, et quand ça marche pas, quand c'est pas magique, ça dépend de plein de paramètres. Il y a l'image, il y a le son, il y a les comédiens, il y a un détail sur un costume, tout peut, voilà, c'est comme un petit concert, en fait, j'ai envie de dire. S'il y a un musicien qui joue mal, il y a un truc qui va pas, il faut le déceler où est le pépin. Je trouve ça compliqué de dissocier image, son, comédien. C'est un tout, et c'est pour ça que moi, depuis le début, en fait, j'ai voulu faire ça de manière autonome, en fait, parce que j'ai travaillé avec un copain. Donc mon premier long métrage, c'était en 35 mm avec un ami chef opérateur que j'aime beaucoup, qui est un vieux copain. Mais le dialogue, en fait, pour obtenir en fait les sensations que je recherchais, j'ai dû passer plus de temps avec cet ami chef opérateur qu'avec les comédiens. En fait, c'était plus compliqué le dialogue avec l'opérateur, qui était pourtant mon ami, avec qui j'avais déjà travaillé, on se connaissait, etc. Et en fait, mon exigence dans l'image, finalement, a pris beaucoup plus de place que mon travail avec les comédiens. Voilà, c'est ce que je regrette sur ce premier film. On s'en fiche, tout le monde s'en fout. C'est pas très grave, c'est un premier film. Et ça n'est qu'un film. Donc il n'y a pas de drame. Mais ce que je veux dire, voilà, moi j'ai retenu ça de cette expérience, c'était beaucoup trop de dialogue et de recherche sur l'image et pas assez de travail avec les comédiens. Donc voilà, et en fait j'ai trouvé cette solution en faisant tout moi-même de cette façon. Je suis constamment au premier plan avec les comédiens, donc je les perds jamais de vue. Je peux décider d'aller vite quand je sais qu'on peut aller vite. Je peux décider de valider une image quand j'ai confiance pour avancer. Et je peux décider, par contre, moi-même de me dire non, là, il me faut 2 heures pour trouver la mise en scène parfaite, etc. Enfin bref, voilà. Donc c'est que des dialogues avec moi-même, donc c'est pas hyper intéressant. Je suis désolé, mais on partage ça. Cette notion de belle image, en fait. Voilà. Puis c'est aussi un truc qui trahit plein de films, je trouve. En fait, quand l'image surplombe le film et que le reste, par exemple, n'est pas à la hauteur, c'est très facile de faire ce qu'on appelle une belle image. Aujourd'hui, on a des outils dingues. Enfin, c'est complètement, je veux dire, c'est à la portée de n'importe quel amateur, en fait, aujourd'hui, avec une caméra à 1000 balles et puis 2 néons. On peut faire un truc qui a l'air sublime et qui rappelle les publicités qui coûtaient cher d'il y a 20 ans. Mais en fait, s'il y a que ça, tout le reste a l'air de souffrir, en fait. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver un truc où tout est en harmonie, en fait, où tout brille de la même façon. Donc voilà, cette notion de belle image, elle est complètement désuète. Et voilà, il y a peut-être un moment dans les années 90 où c'était un vrai truc, enfin, où on dissociait les films, où on arrivait à remarquer qu'un film était, je sais pas comment dire, important ou brillant, parce que on sentait qu'il y avait un espèce d'effort dans les décors, la mise en scène, la lumière, etc. Aujourd'hui, c'est complètement... on est passé à autre chose. La technologie a complètement redessiné tout ça, j'ai l'impression. Avant de faire des longs métrages, j'ai fait beaucoup de courts métrages autoproduits avec mon argent de poche. Et il y en a plein que j'ai tourné en 16 mm avec de la pellicule périmée,
en faisant n'importe quoi avec une cellule et en me disant bon bah ça va marcher, et puis ça marchait, des fois ça marchait pas, des fois la pellicule était donc périmée et surexposée, donc il reste plus grand chose à la fin. Mais j'ai appris aussi comme ça. En fait, avant, je me rappelle quand je tournais en 16 mm, pendant les prises, j'avais l'impression d'arrêter de respirer. Enfin, c'est où le cœur se mettait à battre. Il y avait un truc hyper intense parce qu'on avait peur de rater. Effectivement, le numérique a rendu tout ça vachement plus léger. On peut recommencer, on peut foutre à la poubelle sans problème. C'est moins grave. Mais par contre, non. Je pense que moi, j'ai toujours eu cette fibre expérimentale, même avec de la pellicule alors oui, c'était plus compliqué de trouver une caméra 16 mm et de la pellicule périmée que d'acheter un appareil photo. Mais en fait, c'est la même chose. Les outils, finalement, c'est des outils. Voilà. Un bon photographe, si ça existe encore, bon, ça n'a rien à voir avec les outils. C'est son œil. Il pourra faire une belle photo avec n'importe quoi, j'ai l'impression. Oui, et même, moi j'irais presque plus loin, c'est-à-dire que c'est vrai que moi je travaille avec des outils qui sont certainement les plus chers qui existent en ce moment, quoi. Vous voyez, à la FEMIS, où je suis directeur du département de l'image de cette école, je leur dis, mais prenez vos iPhones, quoi. Non, moi je suis assez d'accord avec Quentin, c'est-à-dire qu'il s'est quand même passé quelque chose ces dernières années, depuis l'arrivée des caméras numériques. Ça va beaucoup plus loin que ça, je pense, que il y a eu une sorte de globalisation de l'image, quoi, qui est assez énervante dans un sens. Beaucoup de films se ressemblent, enfin. Et je pense que ça vient effectivement du fait qu'on voit maintenant, vous avez un moniteur, vous voyez une Alexa, vous utilisez une Alexa, vous avez un moniteur magnifique sur le plateau. C'est très très simple d'être séduit par l'image en fin de compte. Très très simple. Et vous mettez 2-3 néons comme vous dites et puis waouh, ça c'est beau. Et puis beau dans le sens ça vous séduit, quoi. Ça veut pas dire que c'est beau, mais c'est et tout d'un coup tout le monde fait la même chose, quoi. Parce que ça devient, il y a plus vraiment de réflexion derrière. C'est-à-dire que quand vous voyez Il était une fois dans l'Ouest, il y a malgré tout une vraie réflexion sur les valeurs de gros plans, quoi. J'ai eu une discussion justement avec Joel Cohen quand on a été confinés à Los Angeles et qui disait un peu, enfin je répète pas ce qu'il dit, mais c'est un peu malgré tout ce qu'il disait, c'est-à-dire que oui, il y a tous les outils, mais ça fait pas de vous un réalisateur et ça fait pas de vous non plus un chef-op. C'est-à-dire que et c'est voilà, vous pouvez tourner avec votre iPhone et ce sera il y en aura peut-être 1 sur 1000 qui arrivera à sortir quelque chose d'intéressant avec son iPhone. Et là, c'est plus l'outil qui compte, c'est effectivement sa personnalité et son talent, quoi. C'est pour ça que l'outil en question, c'est fascinant, les outils sont fascinants, c'est certain, il y a une quantité de possibilités, c'est presque infini, mais ça ne sont que des outils en fait. D'avoir des stylos digitaux ne donne pas du talent en fait, ça donne du talent à personne en fait, c'est juste des outils. C'est toujours pas, enfin, c'est comme tous les outils de toutes les générations. Il y a des images qu'on voit partout, en fait il y a des films il y a tout un tas de films standards qui ont ce nouveau standard digital qui est effectivement assez agréable à regarder, mais qui devient insipide en fait, puisqu'il n'y a plus de regard. C'est une sorte de mise en scène un peu de notre époque, qui est un truc qui se répète et qui se ressemble. On change juste les comédiens et vaguement les décors, mais il y a un truc un peu ennuyeux. En fait, le digital a créé ça, mais de toute façon, c'est le principe du digital, ça répète les choses. Et puis effectivement, comme c'est facile d'accès, moi j'ai vécu ce début en fait du digital. C'était génial pour moi, puisque c'est au moment où je décide de faire mon image, il y a cet appareil photo qui sort, le Canon 5D. Donc à l'époque, il faut savoir que c'était juste un truc, il y avait vaguement des petits clips internet, machin. Je pense pas avoir été le premier à faire du cinéma avec. Je pense qu'il y a plein de mecs qui ont eu l'idée en même temps. Bon, il se trouve que mon film a eu une petite carrière et qu'il avait été entièrement tourné au 5D. Ça, c'était une révolution en fait, parce que c'était la première fois que le numérique pouvait être brillant et lumineux dans une salle de cinéma. Parce qu'auparavant, même les Star Wars, pardon, j'espère que t'en as pas fait un, mais la deuxième génération de Star Wars qui était tournée en HD, c'est une catastrophe. Quand on les revoit aujourd'hui, on a l'impression que c'est Hélène et les garçons avec des fonds verts. Enfin, quasiment, j'exagère, mais c'était les débuts du numérique, c'était monstrueux. Il y a même un film de Michael Mann, je sais plus lequel, qui est tourné en HD. Avant que le numérique devienne savoureux comme il l'est aujourd'hui. Tous les premiers pas étaient vraiment monstrueux. Et le Canon 5D, qui était un truc à la con, qui était en fait la fonction vidéo, c'était
c'était quasiment un gadget, je pense que les mecs ont installé dans l'appareil. Ça n'avait pas une vocation à inventer une nouvelle image. Et pourtant, c'est devenu un standard pendant 10-15 ans, cette image. Et puis elle s'est essoufflée, et puis c'est une image qui est devenue presque vulgaire à la fin. Mais la naissance de cet outil, moi c'est le seul outil en fait qui me rappelle en fait qu'il s'est passé une petite révolution quand même à un moment. C'est-à-dire que cet outil faisait des images de cinéma autrement. C'est-à-dire que ça essayait pas de singer le 35 mm, c'était pas un ersatz, c'était une nouvelle vision, c'était un truc, il y avait une brillance très spéciale. Et donc moi quand j'ai vu mon film à Cannes, mon film Rubber, on l'avait donc à l'époque, on faisait encore du transfert sur 35 mm, c'était il y a 10 ans. Les DCP c'était encore le tout début. Et quand j'ai vu cette image couchée sur du 35 en projection, sincèrement j'ai eu un choc visuel. Voilà, bon, je l'ai plus jamais eu. On s'habitue très vite, mais c'était un choc. Voilà, je sais plus. Mais de quel ordre? Émotionnel, parce qu'en fait, ce tout petit film qui a été tourné vraiment, c'était moi à genoux avec un petit appareil, avec un pneu, 2-3 techniciens, un marionnettiste. C'était un truc qui était vraiment une toute petite échelle. D'un seul coup, on en faisait un truc qui prenait de l'ampleur sur un écran et qui était... En fait, tous ces plans que j'avais fait un peu comme ça, à la va-vite, pour aller vite, parce que j'avais pas le temps, on avait très peu d'argent, eh bien, ça devenait en fait du cinéma, mais comme si ce film avait pu se développer, en fait, grâce à cet outil. Voilà. Et contrairement à ce que tu dis, si j'avais fait ce film avec mon iPhone, il y aurait eu une vague sensation de mon talent, peut-être, ou d'une vision. On se serait dit, ah, pas mal, le jeune mec, là. Ouais, il y avait un truc, voilà, j'aurais pu approcher cette sensation, mais je ne l'aurais pas touché. Ça aurait pas été, voilà, il s'est passé un truc, en tout cas pour moi dans mes yeux, et puis on l'a vu. Voilà, le film a eu sa petite carrière, alors que c'est rien du tout ce film. C'est-à-dire que je vous dis, la même chose au caméscope, c'était à la poubelle instantanément. Et effectivement, c'est encore possible aujourd'hui, puisque maintenant l'équivalent d'un 5D, on trouve ça pour rien du tout. Je pense pour 250 €, on a une caméra de l'année dernière qui permet de faire des images qui ont ce coffre. Voilà. Pas complètement, moi je crois. Non. Si, ça, mais tu prends assez bien l'exemple, c'est-à-dire qu'effectivement ça aurait pas pu être fait sur un iPhone. Ouais. Donc, et si on voit l'échelle de tout ce qu'il y a, c'est-à-dire ça va effectivement d'un iPhone, et c'est vrai que maintenant on a Sony viennent de sortir un appareil photo hybride 4K, enfin c'est assez dément. Et puis on va jusqu'à l'Alexa d'Harry et la Sony Venice et ainsi de suite. Donc ça montre bien qu'il y a un moment où l'outil lui-même peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'il est, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que moi je travaille avec des outils qui sont excessivement cher dans un sens. Ma caméra, c'est quand même l'Alexa de Harry, ma caméra préférée, parce qu'elle me permet de retrouver la sensation dont tu parlais en projection. C'est-à-dire que il n'y a plus de transfert sur film maintenant, on n'a plus que des DCP pratiquement. Tout d'un coup, je vais pouvoir, parce que je l'utilise à fond jusqu'à ses dernières limites, mais elle me permet d'aller après en post-prod, d'aller beaucoup plus loin que ce que pourrait faire un Canon 5D ou 6D bien sûr. ou un Sony. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, il faut savoir ce qu'on cherche. Et c'est là qu'on voit le talent de quelqu'un, quoi. Enfin, et ses intentions en fin de compte. Parce que si c'est juste de faire un film, vous pouvez faire un film, tout le monde peut faire un film, c'est pas si compliqué que ça. On peut pas juste évaluer une image. En fait, c'est du cinéma. C'est pas de la photo. Voilà. Quand on fait de la photo, on pense autrement. Le cinéma, c'est quand même un truc global. Et je vous dis, moi-même, le son. C'est-à-dire que pourtant, je sais que le son, on le retravaille, qu'on peut tout refaire en post-prod. Moi, je fais jamais de post-synchro. Après, bon, c'est un choix parce que j'aime pas ça. Mais je sais très bien qu'on prend pas de risque. Par exemple, au son, on pourrait se dire, c'est pas grave, il y a un camion qui est passé, etc. Mais moi j'ai besoin d'une sensation totale. C'est-à-dire que je décompose pas le film dans ma tête. J'ai besoin de... Voilà, donc ce qu'on recherche, c'est très dur c'est dur de mettre des mots là-dessus, mais
c'est par rapport donc à la scène qu'on est en train de tourner, par rapport au film dans sa globalité aussi. Il faut pas être il faut pas se contenter de petits moments parce que c'est très décevant. Moi, dans mes débuts, voilà, sur mes premiers petits films, effectivement, je me mettais à adorer des petits bouts de mes rushs, en fait, naïvement. Je me disais, puis j'arrêtais pas de les regarder. Je me disais, putain, cette scène, qu'est-ce qu'elle est bien, ce plan, qu'est-ce qu'il est bien, etc. Mais en fait, ça n'a aucun sens, puisqu'en fait, ensuite, tout part à la poubelle. Toutes ces sensations-là, on les fout à la poubelle, puisqu'ensuite, il s'agit de monter un film et d'enchaîner ces petits moments. Et en fait, les sensations disparaissent complètement. L'amour que j'avais donc à ce moment-là pour un petit bout de séquence de 15 secondes pouvait disparaître instantanément dans la construction globale du film. Voilà. Et donc en fait, moi, c'est ça que je recherche. C'est quand d'ailleurs, je le dis beaucoup, et j'ai vraiment cette sensation, c'est encore plus tordu, c'est le monteur qui tourne le film. Voilà. C'est-à-dire que je suis réellement déjà en montage quand je suis en train de fabriquer une image, et je suis déjà en train de faire des choix de montage parce que je sais que c'est la globalité qui crée des choses intéressantes et pas juste une sensation sur une image. Il y a plusieurs rythmes dans un film. Et moi, c'est pour ça que j'aimerais bien que les monteurs interviennent de plus en plus en préparation. Parce que moi, ça m'intéresse pas mal. Ce que j'essaye, moi, de faire à la lumière et au cadre, parce que les deux sont quand même liés, c'est de créer un rythme à l'intérieur d'une séquence, avec cet outil qui est le mien, qui est la lumière et le cadre. Voilà. Après, il y a le rythme des comédiens, et après, il y a le rythme que va donner le monteur. Donc, tout ça, on parle que de temps. Hein. Enfin, c'est comment on va équilibrer un film. Et c'est vrai que les monteurs prennent quelque chose qui sont les éléments filmés. Ils n'ont rien d'autre que ça. Et ils vont reconstruire quelque chose pour créer ce rythme dont vous parlez, dont Quentin parle, qui est de créer un univers avec tous les éléments qui sont les éléments du cinéma. Moi, c'est ça qui m'ennuie beaucoup dans beaucoup de films que je vois, c'est qu'il n'y a plus que l'image et les acteurs, en fin de compte. Et le son, il y a beaucoup de films où le son est pratiquement inexistant, où il est juste pour accompagner, puis après on met des violons quand on a besoin de faire passer un peu d'émotion, et il se passe rien, en fin de compte, finalement. En tout cas, au niveau du rythme, je pense que l'interaction à mon niveau, entre la lumière, le cadre et les acteurs, c'est le rythme interne d'un plan qui, lui, peut être morcelé après au montage, ce qui, moi, m'énerve beaucoup à un moment, mais qui est la réalité du monteur aussi. C'est assez passionnant, quoi. Je peux vous en raconter, moi, ce qui s'est passé là, justement, sur Macbeth. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on s'est arrêté le 13 mars l'année dernière pendant 4 mois et demi à cause du Covid. Il nous restait 15 jours de tournage. Et je me suis retrouvé à côté de San Francisco avec Joël, et on n'avait rien à faire. C'est-à-dire, moi, je pouvais pas rentrer en France. Bref, donc je suis resté, et il a dit, si on commençait à monter le film. Et lui-même est monteur, il a monté tout leur film. Et là, ça a été une sorte de révélation. On était juste tous les deux pendant 4 mois et demi dans une pièce avec un écran comme ça, et même pas un avis, c'était Final Cut, je ne sais quoi. Et ce qui était assez fascinant, c'est de voir quelqu'un, qui est un très grand monteur, et qui tout d'un coup disait, tu vois Bruno, ce qu'on a fait ne marche pas. Là, c'est quand même une révélation, parce que j'étais assez arrogant en disant, mais bien sûr, ça va marcher. On a mis ce plan-là, on a découpé, ça se chevauche là, là, on passe là, on raccorde là. Tout va bien, ça marche. Et il dit, ouais, tiens, regarde, je l'ai monté, ça ne marche pas. Il se passe rien. Donc, on décortique la chose et on trouve la solution. Alors, c'est d'intervertir les plans ou je ne sais quoi. D'où la grande beauté du montage, en fin de compte. C'était assez intéressant parce que nous, ce qu'on fait sur un plateau est relativement virtuel. Il n'y a que le réalisateur qui sait à peu près où ça va. Mais quand on dit on va faire le premier plan, ça va être ça, le deuxième plan, ça va être ça, le troisième plan, on va venir en gros plan, puis on va faire un travelling là, on imagine que ça marche. Et une fois que... tu dis la même chose, en fait. Moi, c'est pour ça que je soulignais donc moi, je monte mes films aussi, je me rends compte de plus en plus, au fur et à mesure, que c'est le monteur qui tourne, pour ces raisons-là, en fait. Parce qu'en fait, c'est lui qui sait. Moi, en tant que réalisateur, je vais être attaché à une performance, à un comédien qui a fait un truc marrant, ou même un truc bête, un cadre. Je me dis, ce cadre, il est super, alors que tout le monde s'en fout au final. Oui. C'est une histoire. Enfin, personne va se dire, ce cadre est super. On raconte une histoire, donc ce cadre, il n'a plus aucune importance à un moment. Je me rends vraiment compte que plus j'avance, plus le monteur
que je suis domine le plateau. En fait, c'est lui qui décide, c'est lui qui arrête. Donc, pardon, j'ai pas envie de parler de moi comme Alain Delon, mais je dis le monteur parce que c'est une fonction très très à part. En fait, le monteur est un mec globalement tout seul. Bon, parfois il a un réalisateur dans le dos, mais c'est quand même c'est une sorte d'univers qui n'a rien à voir avec le tournage. En fait, le tournage c'est un travail collectif. Il se passe plein de choses, comme vous le savez. Le montage, c'est un espèce de petit monde, mais c'est à ce moment-là en fait que les images deviennent du cinéma, pas avant. Avant, c'est des rushs, avant, c'est des tentatives. C'est au montage, en fait, qu'on fabrique réellement un film ou pas, en fait, ou qu'on passe à côté. Voilà, moi, j'ai souvent la sensation de... Il y a des films que je vois, je me dis, mais le monteur a vraiment massacré ce film. Il y avait un potentiel, il y a des images, la musique est chouette, les acteurs sont inspirés. Le monteur a tout bousillé, en fait. Il y avait moyen de faire un truc chouette. Il y a toujours moyen, en fait. Moi, voilà, mon petit laboratoire... C'est très limité. Mon cinéma, il est très limité. Il est très autogéré ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc qui est... Voilà, je me nourris très peu du monde extérieur. Mais je sais que j'arrive à faire fonctionner des choses et j'arrive à même parfois réussir des petits moments de cinéma grâce au montage. Voilà. Et c'est ce moment-là, pour moi, qui compte plus que tout le reste. I'm Buster Scruggs. You're shooting ironwork. Appears to do, yes. Moi, je viens vraiment du studio, quoi. J'ai fait 80% de ce que j'ai fait est tourné en studio. Et Dark Shadows, c'est entièrement en studio. Miss Peregrine aussi, enfin, et de la Macbeth aussi. Enfin, je suis très à l'aise en studio, quoi. Par contre, je suis pas du tout à l'aise en lumière naturelle, parce que en lumière naturelle, on dépend de ce qui se passe, quoi. Je veux dire que on peut se dire, tiens, on va tourner ça à 8h du matin, le soleil sera là, et puis voilà, et puis on arrive et il pleut. Donc, on est un peu dépendant de la chose, quoi. Et sur Buster Scruggs, des Coen, on a eu ça, c'est-à-dire on avait bien organisé tous nos tournages au Nouveau-Mexique, en extérieur, et on avait des orages dès midi jusqu'à 3h l'après-midi qui faisaient qu'on arrêtait de tourner. Parce que c'est des orages assez puissants où on n'avait pas le droit de tourner en fin de compte. Et donc tout d'un coup, tout mon plan de travail sur l'orientation de la caméra vis-à-vis du soleil et des acteurs sont tombés à l'eau. Et donc on a tourné le plus vite possible. Mais moi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec le studio parce que je suis très arrogant et que ça me permet de partir du noir et de créer tout ce que je veux, quoi. Je pense que la lumière, elle est la même à peu près partout. C'est les paysages qui sont très différents. C'est vrai que les paysages américains c'est l'immensité, quoi. Et tout est surdimensionné, quoi. Même leurs autoroutes, enfin tout est d'une échelle qui n'est pas celle de l'Europe. Mais au niveau de la lumière, je pense pas qu'il y ait de grosses différences. Enfin, par rapport à la France, bon, c'est vrai que Paris, c'est pas New York. Ce qui se passe dans la lumière naturelle, c'est la pollution qui change les choses. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous êtes au Nouveau-Mexique ou dans le Colorado et que la ville la plus proche est à 200 km, vous avez l'air à peu près cristallin comme ça, et donc la lumière est très très belle à cause de ça. Mais à partir de là, moi, c'est l'immensité des paysages qui m'ont assez fasciné, quoi. En tout cas, au niveau de ma préférence, moi, je préfère le studio parce que je pars du noir, quoi. Mais j'allume ce que j'ai envie d'allumer, quoi. Non, c'est marrant. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'adore m'adapter, j'adore avoir des contraintes, même quand elles sont stupides. Même des fois, je m'impose des contraintes un peu stupides. Je peux prendre, par exemple, uniquement un zoom très limité qui n'ouvre pas assez, en fait. Voilà, pour être dans un truc enfermé. En fait, moi, j'ai besoin de ça. Voilà, moi, l'infini me fait peur. Et donc, moi, je m'adapte aux situations. Et voilà, c'est ma petite zone. C'est là où je suis pas mauvais. Donc, effectivement, moi, j'ai souvent tendance à griffonner un début de découpage. Je dirais pour les séquences importantes, pour les séquences où il y a un truc à découper, en fait. Et puis très vite, en fait, confronté aux éléments naturels, je refabrique tout. Et puis voilà, moi je suis beaucoup plus sur... Je peux même mépriser la lumière, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui... Moi c'est le cadre. Moi, c'est-à-dire que pour moi, une image réussie, une image qui véhicule un truc, ça passe avant tout par le cadre. Parce que tu peux faire un travail sublime,
si ton cadreur est un abruti, tout part à volo. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Les deux sont liés de toute façon. Enfin, Les deux sont. Il n'y a pas de lumière sans cadre. C'est-à-dire faire de la lumière sans cadre, c'est un peu perdre son temps. Perdre son temps complètement. Alors que, bon, puisque moi je viens de la débrouille, un cadre peut sauver une lumière merdique. C'est-à-dire que si on veut économiser les efforts, un cadre bien foutu et qui bien rythmé et qui fait fonctionner la scène du film peut se passer d'une lumière travaillée. Voilà. Donc alors, moi, c'est un truc que je développe et qui s'améliore de film en film. Moi, je me raconte comme un amateur. Là, je viens de terminer mon 10e film. Je suis encore complètement un amateur. Il y a des images que je rate. Là, je parle purement de la partie technique. Image, je ne suis pas en train de voler le métier des chefs opérateurs, parce que moi, je considère qu'en fait, je fais des films sans chef opérateur. C'est-à-dire que je suis le cadreur, je gère la lumière, je parle à mon électro comme je peux avec mon langage. On fait de la lumière. Il y a plein de moments où on est obligé, en fait, où c'est super même, où la nuit, la journée quand c'est merdique, je gère tout ça. Mais c'est comment dire, moi je vois ça comme des contraintes. C'est un truc qui accompagne ma mise en scène, mais il y a pas de plaisir à fabriquer la lumière. Par contre, il y a un immense plaisir à découper, à faire des images, à faire bouger la caméra ou non. Voilà, tout ça je le maîtrise et j'y prends du plaisir. La fabrication de la lumière, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, et j'ai pas en mémoire des films que j'ai aimés pour la lumière. Moi, je considère toujours les objets comme un truc entier, c'est-à-dire que j'essaie de me souvenir d'un film que j'ai adoré récemment. Je pense que je n'arrive même pas à me dire, quand j'adore un film, j'arrive même pas à penser à tout ça. Voilà, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, je veux pas tomber dans ce truc, et c'est ça que j'expliquerai à des élèves si je les avais en face de moi. Je pense qu'il y a un moment, bon, cinéphile, c'est chouette, mais il y a un moment, un film est bon ou il est pas bon, et il vous parle ou il vous parle pas. Mais après, quand on décortique les éléments, c'est de la connerie, en fait, je pense. Quand on dit, la BO est super, mais on s'en fout. C'est le film qui est important. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas opposer la lumière de Californie et la lumière de la vallée d'Aspe. On tourne à un endroit ou à un autre et on s'en accommode pour raconter une histoire. Vous parlez de mon blouson? Pourquoi on parlerait de ton blouson? Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Style de malade. C'est quoi? Tu me fais confiance ou pas? Sur un truc de Tim Burton, par exemple, tu vas jusqu'au bout de la chaîne des effets spéciaux et tout ça. Tu continues ton travail d'opérateur même dans les effets spéciaux? Oui, Tu gardes un œil là-dessus? Ah ouais. D'accord. Moi, je suis impliqué jusqu'à l'étalonnage. Pas au montage, parce que effectivement le montage, c'est une autre étape que je connais pas en plus, que je connais théoriquement. Ouais. Mais c'est la première fois là avec Joel Cohen que j'étais activement dans le montage, quoi. Je connais la chose théoriquement. Et donc mais au niveau, s'il y a de la 3D et tout ça, tu vas au bout. Ouais. Oui, parce que là aussi ça pose d'autres problèmes. C'est-à-dire que c'est un peu ridicule ce que je vais dire, mais moi une fois ça m'était arrivé de dire, mais il y a un type qui écoute du rap toute la journée et ainsi de suite, qui est pas du tout le genre de musique que j'écoute. Moi, je préfère Nick Cave, mais il va travailler sur mes images, en fin de compte. Enfin, mes images, les images qu'on a tournées. Il vient d'un monde, c'est peut-être un surfeur, mais qui fait et ainsi de suite, et il a une façon d'imaginer l'image qui a rien à voir avec la mienne. Et en fin de compte, il va faire de la 3D, ainsi de suite, resculpter tout ça, et ça n'aura plus rien à voir avec ce que j'avais envie de faire. Et donc, je dis, mais ça va pas du tout. Moi, je veux bien utiliser cette personne-là parce qu'il est formidable, il connaît très bien son métier, mais peut-être qu'il va mettre la lumière à gauche, et moi, je veux qu'elle vienne de droite, parce que c'est comme ça que je l'ai pensé. Et donc, je veux absolument voir ce qui se fait, quoi. Et là, sur Macbeth, on a pas mal d'effets spéciaux, et 2 fois par semaine en ce moment, puisque je peux pas aller aux États-Unis pour le moment, où je vois ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Après, vous avez quelqu'un comme Tim Burton, effectivement, qui a aussi sa vision. C'est ça l'intérêt, moi, c'est ça que
que j'aime de passer de réalisateurs qui ont des univers très différents. Quand j'ai fait Faust avec Sokurov, tout le monde disait mais il sort de Harry Potter, qu'est-ce qu'il va faire avec Alexandre Sokurov pourquoi Sokurov l'a pris quoi. Enfin, moi je disais mais moi j'adore son cinéma, ça m'intéresse d'aller voir ailleurs quoi, de sortir de Potter. Enfin. Mon intérêt pour l'architecture, elle est la même que pour la sculpture ou des choses comme ça. Et ça me renvoie à des grands chefs-op. Je peux prendre un exemple qui est La Notée d'Antonioni, qui a été filmé par Gianni Di Venanzo, grand chef-op italien, qui a fait 8,5 de Fellini quand même. Et ben dans La Notée, la lumière est une vraie architecture, quoi, qui correspond aussi à ce qui se passe avec Jeanne Moreau quand elle marche dans la rue. Les séquences de nuit sont presque comme les séquences de jour. Tiens, comment je vais faire que, au niveau de la narration du film, il n'y ait pas une différence entre les séquences de nuit où tout est rééclairé et les séquences de jour où vous avez Jeanne Moreau qui erre dans la ville. C'est-à-dire, comment je peux lier les deux? Et ça, moi, c'est une question qui m'intéresse, en tant que chef-op, voilà. Marcello, we must find some milk. Mais Sylvia, où voulez-vous que je trouve Yes, du lait au we milieu must. de la nuit, voyons? I saw Bob. Over there. Sylvia, mais où allez-vous avec ce chat? Mais attendez-moi. Bon, je vais aller lui chercher du lait. Attendez-moi ici. No, not here. Sylvia, It must be over mais there. puisque je vous dis que je vais aller lui chercher du lait, alors attendez-moi dans la voiture, je vais aller voir. Wait for me in my car. Je reviens tout de suite. Je pense que le métier de réalisateur est le plus dur d'une équipe de cinéma. C'est-à-dire que c'est une folie quoi, de penser un film, et puis après, il y a tous les à côté, l'argent, les pressions, les acteurs qui arrivent et qui sont de mauvais poil le matin, ou des choses comme ça, vous voyez, dire faire face, par exemple, à Denzel Washington sur Macbeth, comme l'a fait Joel Cohen, c'est compliqué, c'est une star, quoi, Denzel Washington. Donc, moi, je le laisse, hein. Je laisse Denzel, vous voyez, avec Joel Cohen, si vous avez un problème. Il n'y a pas de règle avec tout ça en fait. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup parlé de sensations. Moi, c'est des sensations. Voilà, c'est quand je cherche un décor, je fais des photos et je peux être dans l'endroit le plus beau du monde, un truc qui coupe le souffle. Si mes photos ne m'inspirent rien et si je ressens pas les choses, il y a un truc qui va pas. Donc je cherche en fait. Je vais à la pêche au décor et de la même façon que voilà, on parlait de l'Odin. C'était pas une idée, je me suis pas réveillé un matin en me disant je vais aller dans la vallée d'Aspe. Il a fallu aller là-bas, faire des photos. Le premier voyage était pas concluant. Et puis finalement, j'y suis retourné, j'ai fait d'autres photos. Puis au fur et à mesure, ça prend, je sais pas comment dire, voilà. C'est comme un casting. Mais il y a des choses, c'est assez intéressant. Enfin, moi, je pense que c'est la même chose. Il y a les sensations. Moi, ça m'est arrivé au cadre, à la caméra, vous voyez, où vous tournez une prise de quelque chose, d'un film, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, quoi. Et le réalisateur dit couper, et vous vous relevez comme ça, et vous savez plus quoi dire. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui vient généralement de l'acteur quand même. Et où tout s'est mis en place d'une manière incroyable. C'est-à-dire, même si c'est un plan fixe, c'est-à-dire qu'il y a, le rythme est juste, il est passé à un bon endroit, enfin, tout d'un coup, c'est absolument magique, quoi. Et là, vous savez que ce plan-là, il sera au montage, quoi. Mais c'est ce moment où c'est vraiment de la chair de poule, quoi. Et là, ça n'a plus rien à voir avec la lumière, avec rien. Il s'est passé un moment indicible comme ça qui est magnifique, quoi. Enfin, qui fait qu'on a envie de faire ce métier à la limite. Et parce que c'est pas faire de la lumière c'est fascinant. Enfin, moi j'adore ça, mais c'est un moment où il se passe quelque chose, quoi. Et ce quelque chose, je crois qu'on est toujours à la poursuite de ça. Et on le cherche, mais on sait pas comment ça marche, hein. If I had wings like Noah's dove, I'd fly the river to the one I love. Oh, fare thee well, my honey, fare